Mesdames et messieurs les directrices et directeurs nationaux, santé mère enfants, chers partenaires, donateurs et chers participants jeunes, bonsoir. Aïe. Bonsoir. Voilà, c'est mieux maintenant. Alors, je suis Maïfous Nassirou et je suis le responsable partenariat et plaidoyer du bureau régional d'Engender Health et également la personne responsable du bureau d'Engender Health au Bénin. Et tout le plaisir est donc pour moi de modérer cette sixième session plénière, je crois la troisième session de discussion avec les directrices et directeurs nationaux, santé mère et enfants. Et comme vous le savez, la réunion annuelle du partenariat de Ouaga offre une plateforme. Cette réunion offre une plateforme exceptionnelle, unique, en matière d'apprentissage, en matière de discussion et surtout de partage d'expériences sur comment est-ce que nous pouvons accélérer l'accès à la planification familiale dans notre région. Et une région qui, vous le savez, tout comme moi, est confrontée à d'énormes crises. Tantôt des crises sécuritaires, tantôt des crises humanitaires et des crises climatiques également. C'est donc dans ce contexte qu'intervient notre discussion de ce soir qui permettra de mettre en lumière les stratégies mises en œuvre par 3 pays de la communauté, à savoir le Togo, la Côte d'Ivoire et la Guinée, et qui permettra aussi de favoriser un partage d'expériences entre les acteurs pour identifier les leçons apprises et des leçons qui sont bien sûr transférables. Et enfin, cette discussion nous permettra aussi de vous engager en tant que public dans une discussion participative sur les défis communs et sur les initiatives novatrices. Alors pour lancer la conversation, je souhaite donc inviter respectueusement 3 directrices, directeurs nationaux, santé mère enfant, en commençant par Dr Abraham Agossou du Togo, que je vous prie d'applaudir. À la suite de Dr Abraham, je voudrais inviter Dr Diéné Fadima Kaba, qui est la directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition en Guinée. Merci d'applaudir. Et enfin, Dr Fatoumata Touré Bamba, la directrice coordonnatrice du programme national santé mère-enfant en Côte d'Ivoire. Alors, bienvenue. 3 temps forts vont meubler notre échange. Notre discussion sera meublée par 3 temps forts. Le premier temps sera consacré à la présentation, à 2 présentations. Ce sera celle du Togo et de la Côte d'Ivoire. Et dans un second temps, nous aurons des questions recherche. Et cette seconde partie sera animée par Oumou, qui va m'assister pour poser les questions. Et en dernier point, cette fois-ci, nous voulons vous donner la parole et nous voulons nous assurer que nous ayons une très bonne interaction avec vous, le public. Merci beaucoup. Et donc, si c'est bien noté, nous allons donc commencer très rapidement, sans perdre de temps, avec la première présentation. Et je voudrais inviter Dr Abraham Agossou du Togo à rejoindre le pupitre pour sa présentation. Merci d'ovationner Dr Abraham. Ok. Avant, arrière. Docteur, vous aurez 12 minutes pour votre présentation. À partir du point où j'ai accès à la présentation.
Merci beaucoup, monsieur le modérateur. J'ai donc le plaisir de présenter le point fait par le Togo sur les actes mis en œuvre dans le cadre de cette réunion. OK. Et le Togo donc, fait partie des plus petits pays du partenariat de Ouagadougou avec une superficie de 56 000 km² et une population, selon le dernier recensement de 2022, à un peu plus de 8 millions, avec 90% de la population qui est dans les 5 km autour des formations sanitaires. Et la densité de lit est de 7 lits pour 10 000 habitants. Et la population est essentiellement jeune, c'est-à-dire 60% de la population âgée de moins de 25 ans. En matière des indicateurs de la SRPF, nous avons un peu plus de 2000 formations sanitaires, dont 36% offrent des soins de santé publique. Et couverture des besoins en personnel de 48,9 en 2022, avec 8 personnes de santé, toutes catégories confondues, pour 10 000 habitants selon le rapport 2022. Notre indice synthétique de fécondité est de 6,4 en 2017, mais selon le recensement, serait autour de 4,2. Avec un ratio de mortalité de 399% selon les estimations de 2022. Mais selon le DST3 en 2013, on était à 401. C'est vrai que le Togo se prépare pour lancer le DST en 2025, ce qui nous permettrait d'avoir une idée beaucoup plus claire du niveau de cet indicateur de mortalité maternelle. Les nouveaux-nés, nous avons 27 décès pour 100 000 naissances vivantes. En matière de PF, le taux de prévalence contraceptive est de 24,9 selon TACT 20 en 2024, avec 22,9% de besoins non satisfaits. Et le nombre d'utilisateurs modernes, d'utilisatrices modernes en contraceptif, le nombre d'utilisatrices de méthodes modernes est de 560 000. Et 200 000 grossesses ont pu être évitées grâce à la PF en 2024, avec 504 décès évités et 73 avortements non désirés évités en 2024. Comment est-ce qu'on peut apprécier la mise en œuvre des indicateurs, des engagements pris en 2022? Le premier engagement était d'augmenter le taux de prévalence contraceptive pour toutes les femmes de 20,4 en 2020 à 29,5 en 2026. Et là, nous, comme je venais de le dire, nous sommes à 24,9 en 2024, soit environ 4 points en 4 ans. Et l'échéance en 2026, c'est sûr, nous ne pourrons pas atteindre donc les 29%, puisqu'il reste encore 5 points à gagner en 2 ans, donc nous ne pourrons vraiment pas atteindre, mais les efforts quand même sont en cours pour augmenter ce taux de prévalence contraceptive. Et quant à l'augmentation de la ligne de l'État réservée à l'APF, c'est vrai que nous sommes toujours à 150 millions depuis 2022, mais les efforts sont vraiment en cours pour augmenter cette ligne, parce que l'État, l'année dernière, nous a demandé de faire une évaluation de combien coûterait l'APF si on devrait l'insérer dans l'assurance maladie universelle. Cette évaluation a été faite. Et en plus de ça, nous avons un groupe de société civile qui continue le plaidoyer pour augmenter la ligne. Tout porte donc à croire que le Togo pourrait vraiment augmenter la ligne réservée à l'APF dans les années à venir. Quant au troisième engagement, qui est d'augmenter ou de garantir l'accès des jeunes adolescents des informations complètes, fiables, afin de réduire le taux de natalité chez les adolescents de 79% en 2017 à 56% en 2026.
Je dirais que les efforts sont également en cours parce que le ministère de la Santé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, s'est engagé dans la formation des prestataires pour que les besoins, leur comportement puissent aider à répondre aux besoins des jeunes adolescents. Et en dehors de ça, il y a des plateformes qui ont été mises en œuvre avec la TBF à travers Info Ado Jeunes et avec l'appui de l'autre JSP Pego qui a mis en place une application appelée application Jeunesse Plus qui permet aux jeunes d'avoir accès à des informations en ligne et il y a toujours quelqu'un pour répondre à leurs préoccupations. Au lieu de les laisser s'informer de façon inappropriée sur les autres réseaux sociaux. Pour le point 4, selon la disponibilité continue en produits contraceptifs, nous étions à 36% de formation sanitaire sans rupture de stock au cours des 3 derniers mois et nous avions voulu porter cet indicateur à 70% en 2026. Selon les estimations d'une enquête appuyée par l'UNEPIE, en 2023, nous étions à 58,8%, soit 20 points en 3 ans. Il reste donc 10 points pour atteindre l'objectif en 2 ans, ce qui nous porte à croire que nous pourrons vraiment atteindre cet objectif-là. Pour le renforcement de la coordination inter-intrasectorielle, je dirais que nous avons des efforts également à faire, mais beaucoup ont été faits. Nous venons de valider notre plan d'action nationale budgétaire pour l'APF 2023-2026. Et ce plan a été élaboré avec la participation de tous les partenaires techniques et financiers et toutes les parties prenantes, les OSC, les religieux, les jeunes, et les autres ministères connexes, santé, finances, action sociale, jeunesse, et ont donc participé à l'élaboration de ce document et dont nous pensons que leur implication a vraiment été un atout pour l'élaboration. En dehors de ça, il y a des plateformes qui nous réunissent, au cours desquelles les résultats sont partagés régulièrement et donc ils sont informés et puis ils font leur contribution également. Pour le 6e engagement, à savoir que la société civile togolaise est impliquée dans la santé de reproduction, de la planification familiale et a pu ou bien est appelée à mobiliser au moins 10% des ressources financières en 2026. Je dirais également que des efforts sont faits dans ce sens-là. Et je citerai pour exemple la mobilisation des communes depuis 2022 à 2023. Ces communes ont donc pu mobiliser environ 168 millions de francs CFA grâce à l'appui de la société civile qui fait un plaidoyer soutenu auprès de ces communes-là. Quels sont les 3 piliers que nous pourrons donc citer comme ayant favorisé donc cette réussite? En dehors de la disponibilité du plan d'action nationale budgétaire dont je viens de parler, il y a l'engagement et la disponibilité de toutes les autorités politiques et administratives qui facilitent donc la mise en œuvre des activités. Nous pourrions citer également la disponibilité des produits contraceptifs à tous les niveaux. Et sur ce plan, nous sommes dans un processus de transfert de tous les produits contraceptifs à la centrale d'achat des médicaments génériques qui a un bon réseau de distribution au niveau des formations sanitaires. Et donc, plus de la moitié des produits sont déjà au niveau de cette centrale-là, donc qui facilite la mise à disposition des produits contraceptifs. Nous pourrons également citer les stratégies innovatrices comme les journées portes ouvertes, les stratégies mobiles, la distribution en base communautaire, qui ont surtout aidé à rapprocher les services donc de la communauté et donc des femmes, des jeunes et des personnes, enfin, de tous ceux qui ont besoin de produits contraceptifs. En termes d'innovation, je pourrais dire qu'il y a l'utilisation des tiges dont je viens de parler, des jeunes avec l'appui des partenaires comme la TBF et JHPIEGO. Et je pourrais citer également l'intégration de la PFPP aux soins maternels, néonatals, infantiles et à la nutrition, qui est une stratégie qui permet d'utiliser tous les points de contact de la mère, de l'enfant, avec le service de santé pour parler de la planification familiale. Donc, c'est un atout qui nous permet vraiment de porter
ou de booster la planification familiale. Néanmoins, il reste des entraves. La persistance des rumeurs sur l'APF, les réseaux sociaux qui diffusent sans cesse des rumeurs sur la planification familiale ne sont pas donc faits pour encourager à utiliser les produits contraceptifs, l'APF. Nous avons encore l'insuffisance du personnel qualifié dans certaines formations sanitaires, ce qui limite donc la disponibilité des services, ce qui explique d'ailleurs les stratégies mobiles, qui fait que les équipes au niveau du district se déplacent vers ces contrées-là pour offrir les services PF. Et enfin, nous avons encore la réticence au niveau de certains milieux religieux face à la PF. Voilà donc quelques entraves pour la planification familiale. Et les leçons apprises, nous avons quand même retenu que la multiplication des journées portes ouvertes, SATI mobile, distribution base communautaire, sont donc des occasions d'offres gratuites de PF. Alors, moi, quand on me demande à quand la gratuité, je dis souvent que nous sommes au moins à 60-70% de la gratuité, parce que toutes ces occasions-là, les services sont gratuits. Et nous constatons qu'en dehors de ces occasions, les femmes traînent à aller prendre les services. Donc, la majorité des services sont offerts à travers donc, ce système de gratuité-là. Et on peut aussi noter que malgré certaines réticences, les jeunes et ados ont de plus en plus accès aux produits de planification familiale. J'avais parlé de la disponibilité au dernier kilomètre à travers la centrale d'achat des produits génériques, la CAMEC au Togo, qui nous aide, et les formations qui ont été faites pour renforcer la chaîne d'approvisionnement. Et il y a également le développement de la recherche et la gestion des connaissances, et des atouts qui ont été pris en compte dans l'élaboration de notre dernier plan d'action nationale budgétisé pour l'APF. Et les objectifs pour 2025. Nous pensons d'abord mettre l'accent sur la demande d'information de CPF auprès des femmes, des jeunes, pour neutraliser toutes les informations fausses véhiculées par les réseaux sociaux. Nous pensons qu'il faut également garantir la couverture en offre de CPF et ouvrir l'accès à des services de qualité à tout le public. Nous comptons également renforcer la sécurité des produits contraceptifs en temps réel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et garantir un environnement favorable pour l'APF pour renforcer les activités de plaidoyer et à l'endroit des décideurs, des leaders administratifs et surtout des religieux pour assurer la promotion de l'APF et enfin renforcer le cadre de coordination pour éviter des chevauchements au niveau des interventions et mettre tout le monde dans la même ligne pour amplifier donc les services. En conclusion, je dirais que le Togo a fait des progrès en matière de planification familiale, mais nous reconnaissons également qu'il reste des efforts à faire pour atteindre nos objectifs et les engagements pris au niveau de EP 2030. Et que nous avons également ces atouts-là, qui est la présence actuellement, en ce moment-là, de certains partenaires qui ne cessent d'appuyer la SR en général, mais surtout la planification familiale au Togo. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci, Dr Agossou. Je pense que vous êtes resté pile dans la limite du temps qui vous a été imparti. Félicitations. À travers votre présentation, on a pu noter quelques éléments de réussite du Togo, notamment, et quelques notes aussi d'espoir. Le fait que le Togo pourrait augmenter la ligne dédiée à l'APF dans les années à venir. Quelques innovations à travers l'application Jeunesse Plus qui offre des informations aux jeunes de façon continue. Vous avez aussi mentionné quelques facteurs qui ont contribué à ces résultats, à savoir un fort engagement des parties prenantes, la disponibilité des produits contraceptifs et puis la mise en œuvre des stratégies de gratuité. Vous n'avez pas occulté de citer quelques entraves, notamment les rumeurs, et vous avez fini par quelques leçons apprises
qui sont des leçons qui peuvent servir aussi d'autres pays de la communauté. Merci beaucoup, Dr Agossou. Merci. Alors, à votre suite, nous allons inviter Dr Fatoumata Touré Bamba. Dr Fatoumata Touré Bamba est la directrice coordonnatrice du programme national santé mère-enfant en Côte d'Ivoire. Merci. Dr Fatoumata, vous avez le micro et vous avez aussi 12 minutes. Merci. Bonjour. Un plaidoyer quand même pour les 12 minutes. Merci. Juste avant de commencer la présentation, je voudrais remercier l'UCPO. L'UCPO pour mon intégration et l'accueil chaleureux au sein du partenariat de Ouagadougou. Et à la suite, dire merci à mes collègues de 8 autres pays qui m'ont accueilli à bras ouverts et qui m'ont orienté au cours de toutes ces rencontres. En tout cas, je voulais leur dire merci. C'est pour ça que j'ai demandé cette petite minute. Ça peut aller? Ça peut aller? Oui, ça peut aller. D'accord. Donc, c'est maintenant que ça commence. D'accord. Donc, je suis, il a déjà dit, Fatoumata Touré, je suis à cette tribune pour vous faire part de la réflexion de l'équipe de Côte d'Ivoire. Toute l'équipe qui était là, on travaillait ensemble. Donc, pour noter, nous dirons que la Côte d'Ivoire est contrairement au Togo, ça fait à peu près 5 fois le Togo, 322 000 km² avec une population totale de 31 millions. Et notre population est aussi jeune avec 60,6%. Et voilà. Alors, comme contexte, nous l'avons dit, c'est la volonté politique. Au cours de cette réunion, on a noté que la volonté politique au niveau de tous les gouvernements, donc la volonté politique pour la réduction très significative des décès maternels, néonatals et infantiles et la capture des dividendes démographiques. À ce niveau, je vais noter que notre ministère vient juste de lister ses priorités et la réduction des décès maternels, la santé mère-enfant est notée en deuxième plan. Et ça, c'est fort. Les autres années, on était à un rang un peu plus bas, mais cette année, le ministre a mis l'accent, le gouvernement a mis l'accent sur la réduction des décès maternels. Alors aussi la volonté politique pour améliorer l'accès des services de santé à travers la construction, la réhabilitation et l'équipement des établissements. Depuis la session de notre ministre, vous savez qu'il est ingénieur, donc il a mis l'accent sur la qualité des établissements et la qualité des soins. Donc aujourd'hui, nous avons la construction de pas mal d'établissements qui ont été réhabilités. Et aussi, l'autre point dans le contexte, c'est l'amélioration de l'accès financier aux services SMI à travers la gratuité ciblée. Je le dis, la gratuité ciblée, c'était bien avant, tout le monde le sait, c'était bien avant 2024. Donc la gratuité ciblée, en tout ce qui concerne la grossesse et les enfants de moins de 5 ans et la PF dans tous les établissements sanitaires. Et aussi l'organisation des consultations foraines pour rapprocher les services de la population. Alors ici, je voulais rappeler que comme à l'instar de tout notre pays, notre système il est pyramidal. Le système de santé il est pyramidal. Au niveau central, nous avons le ministère et le ministère et nous avons 5 CHU. Au niveau intermédiaire, nous avons les directions régionales. Il y en a 33, dont je suis issu d'une très grande... J'étais dans le Béquet, donc je venais juste de quitter
ce niveau intermédiaire pour aller au niveau central. Alors, ensuite, nous avons le niveau périphérique. Nous appelons les districts, ici chez nous, c'est les directions départementales. Nous en avons 113 et nous avons les établissements de premier contact, 3437 établissements de premier contact. Alors, je voulais m'attarder un peu sur cette diapositive qui, pour moi, est un outil de plaidoyer. Un outil de plaidoyer, vous avez vu la ligne verte. En 2017, nous étions à 17% de taux de contraception, le taux de prévalence contraceptive moderne, et nous nous sommes projetés à 36% en 2030, en passant par 30% en 2025. Alors, notre écart a commencé à se creuser depuis 2021. Vous avez vu, on avait projeté 20, on était à 18. Ensuite, 22, nous sommes toujours à 19. Et aujourd'hui, nous sommes à 30 et nous sommes à 21,7%. Alors, quand on fait l'analyse, nous voyons que la croissance annuelle moyenne de contraception, si nous voulons rester là, nous avançons à un pas de tortue malgré les efforts que nous avons mis en place. Vous voyez l'écart entre l'actuel qui est en bleu, aujourd'hui nous sommes à 21,7%, et voilà l'effort. Vu la croissance, nous devons faire beaucoup d'efforts encore pour atteindre. Si nous restons sur cette base de projection du FPED, la probabilité que nous puissions atteindre notre objectif sera nulle. C'est pour ça que je dis que cette seule diapositive est un plaidoyer pour moi, pour que nous puissions penser autrement. Pour tous les bailleurs qui sont ici, comment nous aider pour penser autrement. Nous sommes passés de 2020 à 17%. Aujourd'hui, nous n'avons avancé que de 4 points, 4,7. Comment penser autrement l'APF? Donc c'est cet outil de plaidoyer pour tous les partenaires qui sont ici, pour que ensemble nous puissions atteindre l'objectif en 2030. Alors, la planification familiale, quels sont les indicateurs que nous avons? Il faut noter que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à 21,7% pour toutes les femmes, le taux de contraception chez toutes les femmes, dont 20,4% chez les femmes mariées. Et pour les nouvelles utilisatrices, nous sommes à plus de 1 500 000, dont 850 000 pour les femmes mariées. Qu'en est-il des besoins? Les besoins non satisfaits chez toutes les femmes est de 20,3% et chez la femme mariée, elle est de 24,2%. Les besoins satisfaits, 51,5% chez toutes les femmes et 45,7% chez les femmes mariées. Donc, l'analyse, elle est claire. Alors, je disais tantôt que plus de 1 500 000 femmes nouvelles utilisatrices, quel sera l'impact sur les grossesses, les décès? Quel sera l'impact sur les grossesses non désirées, les décès et les avortements à risque? Pour plus de 1 500 000 nouvelles utilisatrices, nous allons éviter 648 000 grossesses non désirées, 231 000 avortements évités, ce qui va nous permettre d'éviter 2100 décès maternels, qui est l'objectif final. Alors, qu'en est-il pour les adolescents et jeunes? Il faut dire que les adolescents, les jeunes, je ne sais pas si c'est jeunes ou bien adolescents de moins de 15 ans, qui est un souci pour nous. Nous avons eu 3400 nouvelles utilisatrices dans cette tranche d'âge.
les 15 à 25 ans, 15 à 24 ans, nous avons eu 160 210 nouvelles utilisatrices. Quel est le suivi des engagements? Je sais que tout le monde attend cet engagement. Tous ceux qui étaient à la rapport 23 attendent cet engagement. Effectivement, le gouvernement a pris un engagement fort au cours de la rapport 2023 à Abidjan. Le Premier ministre a annoncé et il a fait. Le processus en cours d'allouer chaque année un montant de 2,5 milliards 500 millions. Applaudissez un peu. Oui. Encourager mon Premier ministre parce qu'il a été fort quand même. Madame la directrice de l'ICPO me l'a dit que c'était un engagement fort. Alors, 2,5 milliards pour l'approvisionnement des produits est en cours, le processus est déjà en cours. Le deuxième engagement, c'était de rendre effective la gratuité de la PF pour les adolescents et jeunes dans tous les établissements sanitaires. Et pour cet engagement, nous l'avons même dépassé. Nous l'avons dépassé parce que tout récemment, en octobre 2024, un arrêté a été pris pour rendre gratuit la PF dans tous les établissements sanitaires publics. Ça aussi, ça s'applaudit. Là aussi, pour cet engagement, il y a l'existence d'un plan de passage à échelle de la PF dans tous les établissements publics. Le troisième engagement, c'était d'augmenter la disponibilité des produits contraceptifs au cours des 3 derniers mois précédant le jour de l'enquête à 90% dans les points de prestation de services d'ici 2025. Nous sommes en 2024. 90% de ces points de prestation de services enregistrent au moins 3 produits disponibles selon le rapport de l'NCA qui a été mené en 2023. Donc, nous pensons qu'à ce niveau, nous l'avons déjà achevé. Le 4e objectif, qui est toujours mon point de plaidoyer, faire passer la prévalence contraceptive moderne chez toutes les femmes de 17% en 2020 selon l'ODS à 30% en 2025. Et l'objectif que nous attendons en 2030, c'est de 36%. Aujourd'hui, nous sommes à 21,7%. C'est en cours, mais nous avons besoin de nous appuyer pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Alors, les 3 piliers que nous avons, c'est la volonté de faire de la PF un vrai levier très important du bien-être de la population et de la capture du dividende démographique. L'intensification des consultations foraines dans tous les districts sanitaires et l'implication des relais communautaires et des religieux, des jeunes dans la promotion de la femme. Ici, nous avons pensé à la campagne. Hier, je posais la question, la campagne nous est... il faut qu'à ce niveau, nous puissions mener les campagnes. Ensuite, le 3e, c'est l'appui très apprécié de nos partenaires ici présents. Comme innovation, ici, nous avons, depuis, je voulais faire un clin d'œil à Einstein, pour l'intégration de la PF dans les composantes des services de santé à tous les niveaux des portes d'entrée, que ce soit au niveau de la CPN pour le counseling, que ce soit au niveau de l'accouchement pour le postpartum immédiat, que ce soit au niveau de la nutrition, de la vaccination, de la... comment on appelle ça, les CPN. Une autre innovation, c'est le cadre. Bien que hier, nous avons assisté à un plaidoyer
C'est le cadre juridique sur la pratique de l'avortement qui est amélioré en autorisant l'avortement médical en cas d'agression sexuelle, de viol, d'insectes et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère et du fœtus. Cette loi a été revue, a été modifiée en juin 2024. La stratégie, une très grande innovation, je voudrais vraiment féliciter les jeunes. La stratégie du père éducateur en impliquant les jeunes déjà outillés sur la thématique de la santé sexuelle et reproductive pour former d'autres jeunes. Alors, cette diapo, je voudrais dire merci à l'imam Koné, parce que nous avons travaillé ensemble, il nous a donné ses idées, ses activités qu'il a fournies sur le terrain. Ici, les religieux ont pris sur de renforcer la capacité des jeunes sur les thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive pour animer les sessions de dialogue communautaire, la causerie éducative, les mini-conférences sur la santé sexuelle et reproductive en faveur des autres jeunes. Ils ont mis en place un système digital d'alerte précoce en matière de VGB animé par les jeunes. Et aussi, il faut noter l'engagement des jeunes pour le dialogue intergénérationnel au sein des communautés pour l'amélioration de la communication entre les parents et leurs enfants, ainsi qu'entre les parents eux-mêmes. Et là, il faut aussi noter une forte implication du ministère de la Santé pour l'intégration effective de l'APF dans le paquet d'activités du secteur privé. Les entraves sont les mêmes partout, les persistants des rumeurs. Chez nous, c'est surtout les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ne croient pas encore. Et là, les jeunes ont encore du boulot. Il faut qu'ils accentuent la sensibilisation. L'insuffisance du volet de communication de l'APF et la faible accessibilité financière aux médias d'État. Et là, nous avons fait un plaidoyer auprès du ministère et il aussi c'est en bonne voie. L'insuffisance de financement de notre plan budgétisé PF et la rupture des intrants. Et ça, je l'avais fait avant, j'ai laissé parce que nous sommes en phase de l'opéralisation de la gratuité ciblée et je pense qu'après cette opéralisation, cette rupture d'intrants sera levée. Alors, quelles sont nos leçons apprises? C'est l'implication de toutes les parties prenantes, gouvernement, PF, PTF, ONG, qu'elles soient internationales ou locales, les leaders religieux, les jeunes, qui facilitent cette implication, facilitent le repositionnement de la PF comme la stratégie à haut impact et impact rapide sur les décès maternels. Et là aussi, une belle leçon apprise, c'est nous avions fait une phase pilote de la gratuité dans 5 districts sanitaires et la leçon que nous avons tirée de là, c'est que la réussite de la gratuité ne peut se faire sans la forte implication de tous les acteurs, y compris les prestataires, les autorités, la communauté, les religieux, les jeunes, à cette pratique. Alors, aussi, nous avons appris aussi que quand la collectivité décentralisée est bien sensibilisée sur la PF et sur ses avantages, elle s'engage à lever des fonds pour la PF en faveur des communautés défavorisées. Si Dr Tanguy est dans la salle, nous avons fait cet exercice quand j'étais encore dans le Béquet. Alors, ça a porté fruit. Je pense que si elles sont bien sensibilisées, Nos objectifs. Le premier objectif, c'est d'accélérer, là il faut lire, c'est l'opérationnalisation du passage à échelle de la gratuité ciblée. Elle a été déjà faite, mais comment opérationnaliser cela sur le terrain? Nous allons nous approcher du Burkina qui a déjà fait, et du Mali. Alors, renforcer l'implication des collectivités, renforcer l'implication des religieux, des relais communautaires, renforcer l'intégration de la PF dans toutes les interventions et renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources auprès des différents partenaires.
Alors, j'ai voulu montrer ces images pour... Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. À force d'être avec nous, il est docteur Imam Koné. Ce sont les activités de l'imam Koné avec les jeunes religieux et les jeunes. Là aussi, c'est toujours une image de séance de dialogue intergénérationnel animée par les jeunes imams. Et ici, même dans les mosquées et dans les églises, ça se passe. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dr Fatoumata Touré Bamba. On a retenu beaucoup de points clés de votre présentation, en commençant par les plus saillants, à savoir la forte volonté politique du gouvernement ivoirien qui a promis allouer chaque année 2,5 milliards pour l'approvisionnement en PF et aussi pour les intrants. Mais aussi, une des leçons apprises de votre expérience de gratuité, c'est que cette gratuité repose essentiellement sur une forte implication de tous les acteurs à tous les niveaux. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. À votre suite, nous allons recevoir Oumou. Oumou, je ne sais pas si tu es prête. Alors, voilà. Si tu es prête, nous allons te recevoir. C'est comme ça qu'on reçoit les gens ici. Et je vous prie aussi de noter vos questions. Notez vos questions sur un bout de papier. On aura suffisamment de temps, ça on vous le promet, à la fin pour vos questions. Oumou, tu as le micro. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de parler sans diapositive. Docteur Kaba, je parle au nom de Dr Aïssatou Diallo, chercheur de l'IASP, pour m'entretenir avec vous sur les recherches qui ont été conduites au Sénégal, en Guinée. La Guinée fait partie en fait des pays qui ont été couverts par les 3 recherches de l'agenda recherche du PO. Et félicitations pour cela parce que c'est en Guinée que tout cela a commencé, si on peut dire ça comme ça, par l'atelier de définition des thématiques prioritaires de recherche. Donc, sur la recherche, gratuité, vous avez participé à la présentation des résultats en Guinée, à Abidjan il y a 3 semaines. J'aimerais savoir quels sont les résultats de ces recherches-là qui vous ont le plus surpris. Qu'est-ce que vous vous attendez vraiment à voir ou à ne pas voir? Merci. Merci beaucoup, Omo, pour cette question. Je voudrais tout d'abord saluer l'UCPO pour avoir amorcé l'opérationnalisation de l'agenda recherche du partenariat de Ouagadougou, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des éléments factuels qui vont nous permettre vraiment de nous engager en tant que la Guinée, en tant que pays, de nous engager par exemple comme le Burkina Faso sur la gratuité des produits contraceptifs dans notre pays. Donc les résultats qui ont été présentés sur l'effectivité de la gratuité dans nos pays, notamment en Guinée, nous ont permis de voir un peu, de tirer les enseignements sur comment on peut s'engager vraiment dans la gratuité. Et se basant spécifiquement sur un pays, les résultats issus de la recherche qui a été menée, parce que c'est une recherche qui a couvert les pays, y compris le Burkina Faso, qui était très en avance sur beaucoup de pays du PO, on s'est rendu compte qu'il y a quelques enseignements à tirer, notamment la nécessité de faire une étude de faisabilité de la gratuité des produits contraceptifs. Une bonne analyse de coût, parce que quelque part, ce n'est jamais gratuit. Et l'étude du Burkina a montré que je pense que 99% du coût était supporté par l'État. Et je crois que l'autre enseignement aussi, c'est l'élaboration, la nécessité d'élaborer des directives claires pour
qui décrivent comment nous allons mettre en œuvre la gratuité pour éviter certains problèmes que le Burkina rencontre par exemple aujourd'hui. Et surtout aussi, les directives vont nous permettre de définir les modalités, par exemple, de la mise en œuvre. Est-ce qu'on va aller d'emblée vers toutes les cibles ou alors on va aller graduellement, par exemple, depuis la restitution, nous sommes en train de penser en Guinée, bien que dans notre 5e engagement pour les FB 2030, il y a la gratuité pour toutes les filles et femmes. Alors nous sommes actuellement en train de réfléchir depuis la restitution, est-ce qu'on ne va pas se limiter aux adolescents d'abord, élaborer un plan pour voir comment ça va se passer. Il y a aussi la nécessité de renforcer vraiment la communication pour le changement de comportement. Vous avez vu qu'il y a des prestataires même qui pensent que la gratuité, on ne doit pas offrir les services gratuitement. Et une population qui pense en général que tout ce qu'on offre gratuitement n'est pas de bonne qualité. Alors il y a vraiment un travail important à faire en termes de communication pour le changement social et comportemental pour que pour qu'on aille vraiment, en tout cas, sensibiliser les prestataires, les utilisateurs des services de l'intérêt qu'il y a en leur faisant comprendre, par exemple, que tout, c'est pas parce que c'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye et que ce quelqu'un-là est l'État. L'autre chose, c'est vraiment de renforcer la qualité des services, la qualité du counseling, parce que les prestataires, les données ont montré que les prestataires même avaient des perceptions du genre, il faut, si tu n'as pas encore fait 3 enfants, c'est ressorti dans une assertion d'un prestataire, ce n'est pas la peine de faire la planification familiale. Ça, c'est désastreux. Venant d'un prestataire, c'est grave. Et donc, il y a vraiment une nécessité de renforcer les capacités des prestataires et surtout la qualité du counseling. Parce que jusque-là, on donne beaucoup de counseling, mais est-ce que la qualité y est? Je crois que c'est extrêmement important. Et l'autre élément très important, c'est le renforcement de la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est gestion et suivi des stocks. Parce que s'il n'y a pas de il n'y a pas de produit, sans produit, il n'y a pas de programme. Et donc ça, c'est extrêmement important à nos yeux. Et surtout, travailler vraiment avec les acteurs de la santé pour leur soutien. Parce que sans leur soutien, je pense qu'on ne pourra jamais arriver avec la gratuité. Ce que je pouvais dire par rapport à la première question. Merci beaucoup, Dr Kaba. Je pense que vous avez désormais la possibilité de présenter avec autant d'exactitude, de complétude, les résultats de ces recherches-là que l'investigateur principal même de la recherche. Je ne pensais pas que vous aviez capté autant d'informations pendant nos échanges à Abidjan. Mais c'est vraiment réjouissant parce que tout ce que vous venez de citer, c'est réel. Ce sont les résultats principaux de la recherche. Et ça nous indique en fait que nous avons eu votre oreille, votre écoute attentive et que tout ce que vous venez de donner également oriente l'Institut l'IRSS pour l'élaboration du plan d'action que nous devrons également vous soumettre. Et ça facilitera également les échanges qui seront certainement tenus pendant l'atelier national de partage de ces résultats-là. J'enchaîne avec une deuxième question portée vers la société civile. On a vu récemment une vidéo de la coalition des organisations de la société civile qui soutient la gratuité au niveau en Guinée. Comment est-ce que vous pensez que nous pouvons engager la société civile aux côtés du gouvernement pour aller vers les objectifs que vous visez? Je pense que la société civile aujourd'hui est incontournable dans tout ce que nous mettons, en tout cas, mettons en place comme aussi bien les programmes de santé qu'autre chose dans un pays. Ils sont incontournables. Je pense que leur rôle devrait être nous accompagner dans le plaidoyer, par exemple,
auprès du gouvernement pour le maintien de l'engagement de l'achat des contraceptifs sur le budget national du pays, l'engagement pour le secteur privé, l'implication, ils peuvent jouer un rôle important auprès de la Guinée est un pays minier. Et donc, je pense que la société civile devrait vraiment aider à la mobilisation des ressources de ce côté-là aussi, à travers le plaidoyer. Il y a l'autre chose aussi qui est important, la société civile doit jouer aussi le rôle de veille. Je sais que pour la gratuité des produits, de la contraception des produits PF, quand on va s'engager dans la gratuité, il faudrait que nous travaillions sérieusement avec la société civile qui peut aider au respect de l'effectivité de la gratuité. Je sais qu'il y a une dame qui est dans la salle, qui travaille dans la société civile, Mme Baldé Yansane, et qui a organisé pour les produits VIH-Sida, par exemple, avec le système de veille qui a été mis en place, ça a permis vraiment de respecter la gratuité. Je pense que ça devrait être leur rôle, et aussi la mobilisation sociale au niveau des communautés pour qu'ils adhèrent mieux à tout ce qui est au programme de gratuité, leur expliquer le pourquoi, parce que la société civile est très, très écoutée. Très, très écoutée, aussi bien au niveau de la population qu'au niveau des décideurs. Voilà. Merci beaucoup, Dr Kaba. Donc, une bonne piste de lancer pour la collaboration avec la société civile et qui donne aussi le ton sur ce sur quoi nous devrons mettre l'accent pour que vraiment on puisse réaliser ces actions phares et amener les acteurs dont nous avons besoin dans le processus d'opérationnalisation de cette gratuité-là. J'ai une troisième question, mais sur la recherche sur la discontinuité. Cette recherche elle est à mi-parcours, mais nous avons déjà partagé les résultats préliminaires avec la communauté. Et parmi ces résultats-là, il y a un point dont on a beaucoup discuté à Abidjan, c'est-à-dire l'existence d'une salle dédiée à l'APF. L'étude à mi-parcours a démontré en fait que ce serait un facteur qui favoriserait l'utilisation continue des services. Pour le contexte guinéen, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Bon, je pense que c'est vrai que l'étude a montré cela, mais pour le contexte guinéen, l'APF déjà est intégrée dans tous les centres de santé. Et la Guinée a adhéré à la stratégie d'intégration, l'approche d'intégration des services PFPP, SMNI, nutrition, PEV au niveau de notre pays. Je pense que avoir une salle dédiée uniquement pour l'APF dans nos contextes actuellement peut s'avérer difficile. Pour moi, la question n'est pas là. La question est de pouvoir, quand la femme est là, on peut utiliser par exemple une salle de CPN. Chez nous, ça se fait dans certains centres de santé, vous avez la salle de CPN qui peut être utilisée qui est utilisée souvent pour la PF, etc. Si on va pour l'intégration des services dans un contexte de rareté de ressources, qu'il faut créer une salle spéciale, il faudra revoir un peu la structure même des bâtiments pour ce faire. Je pense que l'effort doit être plutôt mis sur, en tout cas, la formation des prestataires pour qu'ils offrent les counseling de qualité en maintenant un minimum de confidentialité, pouvant mettre vraiment à l'aise la femme qui demande les services de contraception. Autre chose, l'une des cibles qui nous intéresse beaucoup, c'est les adolescents. Alors, faire une salle spéciale PF, est-ce que ça n'entraîne pas la stigmatisation des adolescents qui sont déjà... L'étude a montré que quand un adolescent ou une adolescente demande les services, ce n'est pas bien vu déjà par les prestataires. Et ça limite l'utilisation, en tout cas, des services par les adolescents. Est-ce qu'en créant une salle dédiée à cet effet,
cela ne nous amène pas aussi à aller vers la stigmatisation de cette couche qui a pour autant vraiment besoin, parce que nous, notre pays est la sexualité est très précoce, bien que ce soit un pays musulman, mais il y a les études l'ont prouvé, l'EDS, la sexualité est très précoce chez les adolescents. Alors vraiment, pour nous, en tout cas, nous pensons que si la PF est intégrée, que les prestataires changent de regard par rapport à toutes celles qui demandent les services, que ce soit les adolescents, les personnes vivant avec un handicap ou autre chose, ils ont des droits, qu'on regarde plutôt la personne qui demande ce service comme son droit et d'essayer de satisfaire ce droit-là, puisque c'est de ça qu'il s'agit aussi. Merci beaucoup, Dr Kaba. Voilà qui est bien, on va dire, élaboré et bien dit. Comme je disais tout à l'heure, c'est les résultats à mi-parcours que nous avons de cette recherche-là. On verra au bout de 12 mois de suivi de la cohorte, des cohortes qui sont suivies dans les 3 pays, qu'est-ce qu'on aura comme résultat final. Mais c'est sûr que ce point-là a beaucoup retenu l'attention et c'est effectivement par rapport à l'intégration des services que la discussion avait été beaucoup plus nourrie. Donc l'équipe de recherche ne manquera pas de bien regarder ça et puis de nous revenir avec les résultats définitifs, autant pour la Guinée que pour la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso. Voilà, ceci me fait ma série de questions. Nassirou, tu ne m'avais pas donné de temps, mais bon, donc j'aurais pu rester jusqu'à XR et échanger avec Dr Kaba, mais je m'arrête là. Non, merci beaucoup. Je te suivais, je savais que tu allais respecter le temps. Merci d'applaudir Oumou, merci. Alors, merci beaucoup Oumou. Je pense que ta session nous sert en même temps de pont à la parole. Ça nous sert de pont pour donner la parole aux participants. Et donc, vous avez maintenant la parole. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été évoqués. Vous avez eu les actions phares au niveau des 3 pays. Vous avez entendu parler des défis. Vous avez aussi entendu parler des réalisations, des engagements, des obstacles. Et vous avez la dernière phrase que je retiens ici, c'est le fait de créer, par exemple, une salle dédiée à l'APF ne va pas renforcer la stigmatisation. Donc, je pense qu'il y a de très bons sujets sur lesquels on peut discuter. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des suggestions, le micro est à vous. Oumou, est-ce que tu... On recense d'abord? Oui, je pense qu'on va recenser pour mieux gérer le temps. Karel. Pardon? Apollinaire. Apollinaire, Amou. Karel. Amou, Karen. La 4e, c'est quel nom, s'il vous plaît? Cécile, 4. Cécile, 4. Natou, 5. Aristide, 6. Aristide. Pardon? Konaré, 7. Konaré, 7. 8. Oumarou. On va s'arrêter à 10 hein, pour ce premier round. Oui. Pardon? Candy. Oui. Oui, allez-y le nom. Fatou. Parfait. Donc, je propose qu'on s'arrête d'abord à 10 pour cette première liste. Et quitte à ce qu'on revienne après si on a le temps et s'il y a des questions non épurées. Merci. On commence alors par M. Apollinaire. Vous avez le micro. Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur, et merci à tous ceux qui ont fait la présentation. Moi, j'ai juste une question pour la Côte d'Ivoire. En fait, la Côte d'Ivoire étant un pays où la gratuité était plus ou moins partielle, et elle a même dit vers la fin qu'il y a eu la mise à échelle. Mais on voit qu'il n'y a pas assez d'évolution, parce que de 17%, et nous voulons arriver à 30% en 2025, qui est déjà proche là. Aujourd'hui, on est à 21%. Donc, je me dis que peut-être que la gratuité n'est pas vraiment le vrai problème. Alors, j'aimerais savoir, à ce stade-là, quelles sont les mesures ou les stratégies
correctrices que la Côte d'Ivoire envisage de prendre pour pouvoir en tout cas rattraper le retard ou en tout cas essayer de pouvoir évoluer un peu? Et est-ce que les résultats de la recherche vont servir dans ce sens-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est bien noté. Monsieur Amouf. Ok, merci beaucoup. Ma question va toujours à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Je veux être sûr en fait qu'on n'a pas applaudi à crédit et concernant l'engagement financier. Parce que j'ai vu une parenthèse en cours et nous avons applaudi. Si ce n'est pas des applaudissements à crédit, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est fait à cette date-là? Merci beaucoup. Merci Amou. On soutient quand même les bonnes volontés. Karen, oui. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Ma première question s'adresse à la Côte d'Ivoire par rapport au financement des intrants. On parle d'un chiffre de 2,5 milliards, c'est très bien comme engagement de l'État, mais jusqu'où on est confiant finalement par rapport au décaissement. Et ça dit même que à l'état actuel, on n'a pas la problématique des ruptures d'intrants, par exemple, en Côte d'Ivoire. Et un peu pour la Guinée, c'est une question assez rapide. Dans les discussions, finalement, on parle d'avoir des salles spécifiques. Bonne idée, pas bonne idée, mais je me demandais finalement comment est-ce qu'on intègre l'intégration dans tout cela, étant donné qu'on est résolument penché vers l'intégration des services à ce jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karen. Cécile? Merci beaucoup. Et je vais poser des questions à la Côte d'Ivoire. Et par avance, merci beaucoup à la grande sœur, et qui est aussi membre Women in Global Health. Donc je sais qu'elle va tirer mes oreilles, mais quand même quelques questions. Vous avez mentionné dans les défis, je pense aussi, la question du financement. Et ma question, vivant aussi en Côte d'Ivoire, en observant ce qui se passe et en regardant les statistiques économiques tous les jours en Côte d'Ivoire, je me pose la question de quelle est la contribution, vraiment, je sais que les secteurs privés contribuent, mais à combien on peut évaluer cette contribution, ces apports dans ce pays d'une forte richesse, le cacao, et bien d'autres ressources. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autres potentialités qui puissent aussi et d'autres opportunités qu'on peut mobiliser pour réévaluer et peut-être voir sur le plan de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, comment on pourrait aussi augmenter sans forcément aller vers les bailleurs aussi. Je ne dis pas de ne pas aller vers les bailleurs, mais est-ce que ça ne serait pas aussi, est-ce que vous avez déjà entamé ces discussions? Ma deuxième préoccupation concerne la révision du code pénal en juin 2024, et je profite encore féliciter la Côte d'Ivoire pour ce grand pas, parce qu'à la lecture, on voit que contrairement à la révision de 2019 et à l'ancien code, il y a vraiment une progression vers le respect de l'article 14.2c du protocole de Maputo. Cependant, au même article, on voit qu'à la suite, les conditions pour avoir droit à ce qui est étalé comme vraiment opportunité dans le code pénal va faire beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières, entre autres les collèges des médecins pour l'accès à l'avortement selon la loi. Et là, ma question, c'est est-ce qu'il y a des initiatives, parce qu'on sait que avec la bonne volonté politique, sûrement que les choses sont allées vite pour nous offrir et ouvrir l'accès à l'avortement selon Maputo, mais on connaît aussi les juristes dans l'application de ces textes, on peut utiliser les barrières qui y sont. Est-ce qu'au niveau du programme, il y a des discussions, des travaux, et bien sûr avec la bonne volonté des partenaires et les OSC, pour qu'on puisse encore retravailler, même si ça date de juin 2024, et lever vraiment ces barrières-là. Merci encore. Très bien, merci beaucoup. Cécile, je crois que c'est le tour de Natou.
beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais féliciter les panélistes pour ces belles présentations qu'ils nous ont fait. En fait, moi, je voulais juste commencer par une réflexion sur la situation, parce que de toutes les présentations qu'on a suivies, on salue l'implication du gouvernement. On voit une collaboration entre la société civile que nous sommes et le gouvernement avec qui nous travaillons, jusqu'à ce même qu'on ait des engagements de 2 milliards et quelques. Déjà, ça veut dire beaucoup de choses par rapport à notre collaboration. Mais est-ce que c'est suffisant, au fait? Est-ce que l'implication du gouvernement est suffisante pour parler de planification familiale? Quand je parle de ça, je fais allusion à l'intervention de Dr Fadima par rapport à l'accès aux services de planification familiale au niveau local, en fait. Parce que le gouvernement peut favoriser, le gouvernement peut être d'accord, le gouvernement peut même financer, parler jusqu'à gratuité des soins, mais si la communauté n'est pas impliquée, mais si les jeunes ne sont pas impliqués, on a beau faire les plaidoyers, mais les outils peuvent être gratuits, mais personne ne va l'utiliser en fin de compte. Et ça me renvoie aussi au besoin de créer une structure dédiée spécifiquement à la planification familiale. Déjà, par rapport, est-ce que ce besoin prend en compte les spécificités de la communauté, parce qu'on sait qu'il y a les réalités socioculturelles. Ce qui se passe en Guinée, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose que ce qui se passe ici au Sénégal. Il y a nos réalités socioculturelles. Et déjà, en termes de planification familiale, je ne parle même pas des bénéficiaires, mais nous-mêmes qui travaillons sur la question, nous sommes stigmatisés. Et de là à directement créer un centre dédié spécifiquement à ça, est-ce que au lieu d'avoir un effet de vraiment prendre en compte cette considération, on ne va pas avoir l'effet contraire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et saluer aussi un peu l'implication que Côte d'Ivoire a avec les acteurs communautaires. Maintenant, si on peut vraiment partager cette bonne pratique, ce serait très bien de savoir comment vous avez pu réussir à travailler avec des imams et à avoir même des imams qui animent des sessions. Parce que moi, je pense que la solution doit d'abord être au niveau communautaire avant d'être vraiment sur le plan national. Et je vous félicite encore pour ces belles présentations. Merci beaucoup, Natou. Aristide. Aristide? Oui, Aristide. Ok, merci. Moi, j'aimerais intervenir en lien avec la création de structures spécialisées dans le domaine de la santé de la reproduction, beaucoup plus sur le cas des jeunes et adolescents. Nous voyons que les jeunes ne veulent pas plus demander les services de la SR juste parce qu'il n'y a pas de centre spécialisé. Et le jeune aime tout ce qui est confidentialité. En ayant un centre unique où tout est confondu, ça fait en sorte qu'il y a une réticence. J'aimerais partager un exemple, un modèle que j'ai vu en Zambie, où il y a un centre multifonctionnel. Dans ce centre, nous avons des terrains de football, nous avons des salles d'informatique, nous avons aussi en même temps des piscines qui sont là. Et en même temps, un centre de santé spécialement dédié au service de la SR. Ce centre multidimensionnel est spécialement dédié aux jeunes. Et quand un jeune entre là-bas, on ne sait pas si le jeune vient pour le football, on ne sait pas si le jeune vient pour la piscine, on ne sait pas si le jeune vient pour les services de la PF, on ne sait pas. Et cela protège vraiment l'anonymat et en même temps l'assurance envers le jeune. Donc, en ayant ces centres spécialisés où les jeunes peuvent avoir accès au service de la planification familiale en toute confidentialité, je crois que c'est vraiment un atout qui pourrait vraiment faciliter l'accès des jeunes au service de la planification familiale. Mais le fait qu'on ait un centre d'une manière unifiée, ça fait en sorte que l'accès est vraiment difficile. Merci. Merci beaucoup Aristide. Et Konaré. Bien, merci. Je voudrais rejoindre ma voix à celle de mes prédécesseurs pour remercier tous les panélistes et le modérateur. J'ai quelques préoccupations à l'adresse de la Côte d'Ivoire et aussi de la Guinée. Pour la Côte d'Ivoire,
noté 3437 établissements de premier contact. Je voulais savoir, est-ce que c'est l'ensemble des établissements publics, communautaires et privés, ou c'est limité seulement au public? Vu le nombre avec la taille du territoire, je m'inquiète un peu. Et l'autre, par rapport, exactement, félicitations pour les 2,5 milliards par rapport aux produits contraceptifs. Mais je voulais me rassurer, est-ce qu'il y a une ligne budgétaire exactement qui est créée pour ce fonds en termes de durabilité? Parce que le régime c'est succédant. Ce régime exactement est favorable, mais un régime qui va venir exactement peut remettre en cause. Est-ce qu'il y a une ligne budgétaire exactement qui est créée? Sinon, il faut développer des actions de plaidoyer pour aller vers la création d'une ligne budgétaire. Et c'est la même chose par rapport exactement à la gratuité dont l'acte se limite seulement à l'arrêté du ministre. Et il est bon, à défaut d'une loi, à mon avis, d'aller au moins vers un décret. Tout ceci dans le souci exactement de la durabilité. Maintenant, ils ont noté, dans la présentation de la Côte d'Ivoire, je n'ai vu nulle part la société civile. C'est vrai, il y a des composantes contenues qui sont citées, mais la société civile en tant que telle, à moins que ça m'ait échappé, sinon je n'en ai pas vu. Et je partage aussi la réponse donnée par la Guinée par rapport à la gratuité et par rapport à le fait de réserver une salle spécifique exactement pour la planification familiale. Je pense que ça demande beaucoup plus de réflexion. Sinon, on risque de faire une stigmatisation. Alors, mettre en place exactement une salle dédiée à la planification, c'est comme en son temps, avec le VIH-Sida, ça posait beaucoup de problèmes. Je pense que ça doit amener exactement beaucoup plus de réflexion. Renforçons le niveau de la maternité dans les centres de santé pour permettre à la sage-femme ou aux sages-femmes exactement de pouvoir réfléchir comment assurer exactement la discrétion à leur niveau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, Oumarou. Oui, le micro s'il vous plaît, de ce côté. Donc, merci pour la parole. J'ai deux toutes petites questions. La première va s'adresser au Togo. Voilà. Vous avez, dans votre présentation, signifié l'engagement et la disponibilité des autorités. Et je voudrais avoir plus de détails. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À quoi ils se sont engagés? Et quelles sont les actions concrètes qu'ils ont pu poser sur le terrain? Ma deuxième question va s'adresser à toutes et à tous les panélistes. Je voulais comprendre. Nous savons qu'au niveau pays, il y a un défi de coordination des interventions sur la SR. Voilà, et je voulais savoir comment ça se passe, la coordination dans vos différents États. Est-ce qu'il y a des cadres formels, lesquels vous discutez avec les OSC, les ONG, et ce qui permet de capitaliser en fait certaines données? Si vous pouvez nous partager votre expérience, ça peut inspirer. Merci. Merci beaucoup, Oumarou. Kadi, je crois, oui, la 9e personne. C'est de quel côté? Oui, je crois que c'est derrière là-bas. C'est vous, Kadi? Fatou, c'est la dernière. Merci. C'est pas Kadi, hein, c'est Dr Kandji. Ah, Dr Kandji. Kandji, merci beaucoup. Donc, je voudrais féliciter les panélistes, Dr Bamba, Dr Agoussou et Dr Kaba pour leur brillante présentation. En fait, je voulais revenir sur une approche que vous avez tous évoquée, surtout Dr Agoussou, il s'agit des journées spéciales d'offres gratuites de planification familiale que TCI met à l'échelle dans vos différents pays et qu'on appelle journée porte ouverte au niveau du Togo et
les consultations foraines en Côte d'Ivoire et qui est une approche à haut impact qui permet vraiment de recruter beaucoup de femmes, mais qui a ses limites. Et pourquoi je dis qu'il y a ses limites? Parce que pour mettre en œuvre cette approche, il faut des ressources. Les ressources, c'est les produits contraceptifs, c'est les consommables, c'est également la prise en charge des prestataires. Sur les produits contraceptifs, je voulais vous féliciter vraiment de l'engagement que vous avez pris, la DSME du Togo et de la Côte d'Ivoire, de s'engager pour rendre disponibles ces produits contraceptifs lors des journées spéciales ou lors de ces... Mais il se pose le problème des intrants. Et je pense qu'avec l'approche TCI, c'est les collectivités territoriales ou les communes qui les prennent en charge. Mais le problème de la prise en charge demeure. Et je pense qu'on a fait un article sur ça et qui a montré que même en Côte d'Ivoire, c'est l'une des approches les plus impactantes qui recrute beaucoup plus de femmes. Pratiquement en moyenne 200 femmes par jour si on l'organise. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la durabilité. Je sais que aussi ça a été institutionnalisé parce que c'est dans les plans stratégiques PF des différents pays. Mais le problème, c'est la durabilité pour que cette approche soit réalisée de façon fréquente. Et les ressources, c'est une limite, surtout la prise en charge des prestataires. Si le bailleur ou bien le partenaire n'est pas là, malheureusement, la fréquence de l'organisation ne se fait pas. Et on remarque une chute, même une diminution de l'utilisation dans certains districts. Qu'est-ce que, en fait, vos directions prévoient vraiment pour rendre durable cette approche afin qu'elle puisse être réalisée de façon fréquente? Et je salue peut-être l'une des initiatives que le Burkina a fait, c'est les semaines nationales PF qu'elle organisait tous les 6 mois. Maintenant, je pense que c'est une fois par an. Même s'il y a la gratuité au Burkina Faso, ça permet vraiment de booster l'utilisation à un moment donné avec la mobilisation sociale. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu vraiment pour que cette approche soit pérennisée et qu'elle puisse être organisée de façon régulière? Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Et le micro est à vous. Fatou. Ok, merci bien, monsieur le modérateur. Félicitations aux directrices et directeurs pour ces belles initiatives qui sont entreprises dans nos différents pays. Et on a bien écouté la main tendue de madame la directrice de la santé maternelle et infantile de la Guinée. Et donc, je vous donne un peu notre vision par rapport à l'accès effectif aux produits de PF. Premièrement, la veille citoyenne, elle est importante parce que ce sont ces citoyens qui sont les consommateurs des produits de PF. Et pour cela, la société civile prévoit justement en début d'année de faire un atelier pour intégrer les indicateurs de la disponibilité et de l'accès au PF. Donc vous serez partie prenante de cet atelier dans les outils de collecte déjà de l'Observatoire sur l'accès aux services de santé. Parce qu'on est passé de la collecte manuelle à la collecte électronique. Donc à l'instant T, on peut vous dire à tel endroit, à telle structure sanitaire, il n'y a pas de disponibilité. Et il arrive même que vous pouvez même déployer d'une région à une autre. Lorsque vous avez un excédent quelque part, si c'est éloigné de Conakry, vous pouvez redéployer en attendant jusqu'à ce que vous puissiez quand même rendre disponible au niveau de tous les centres de santé et structures hospitalières. Ensuite, quand on parle par exemple de dédier un centre, une salle exclusivement pour la PF, il y a d'autres méthodes qui sont peut-être aussi efficaces. Vous savez, avant, on avait en Guinée ce qu'on appelait les SECOJ, les centres d'écoute et d'orientation des jeunes, qui étaient domiciliés dans les maisons de jeunes, où on avait des pères éducateurs qui étaient formés justement pour discuter avec les jeunes, parler de santé, de la reproduction, de planification familiale. Mais je crois que c'était un projet qui est fini, il n'y a pas eu de suite.
Sinon, ces centres étaient vraiment efficaces et ça aidait les jeunes à venir prendre des informations nécessaires et être dirigés vers les centres où les intrants et les produits PF sont disponibles. Mais l'autre approche aussi qui a été utilisée justement dans la stratégie de riposte contre le VIH, c'était les médiateurs. C'est-à-dire que des jeunes qui sont en contact avec les sages-femmes, les prestataires de services de santé, qui donc possèdent une cohorte de médiateurs qui partent directement vers les jeunes. Parce qu'au début, quand les ARV étaient disponibles, les gens avaient des problèmes à aller dans les centres de prise en charge pour prendre les médicaments. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui refusent catégoriquement d'aller au centre médical. En fait, on leur envoie les médiateurs qui partent même souvent prendre les produits pour leur déposer jusqu'à domicile, le temps qu'ils se rendent compte que ces médicaments sont utiles. Donc, je demanderai aux jeunes, le point focal jeune de Guinée, donc du PO, de penser à cette approche. Et on peut travailler ensemble pour qu'on puisse vous donner quand même des pistes de mise en œuvre de cette stratégie-là aussi. Très bien. Merci beaucoup pour votre question. On est pourchassé par le temps et on va revenir à nos panélistes et vous donner rapidement la parole pour répondre aux différentes questions. Je souhaite bien commencer par la Côte d'Ivoire. Merci. Je vais prendre parce que là. C'est plus simple. La Côte d'Ivoire a eu toutes les questions. Merci en tout cas pour l'intérêt que vous avez mis au niveau de notre présentation. Mais il y a des questions auxquelles les autres pourront répondre. Je parle des jeunes au KLA et l'imam. Donc, ensemble, nous allons répondre aux questions. Alors, la première question, c'est celle de M. Apollinaire, qui a dit qu'il n'y a pas assez d'évolution malgré tout ce qui est fait et quelle stratégie correctrice que nous mettons en place. Dans la présentation, vous avez vu que je me suis attardée sur la figure, la présentation, qui nous disait que nous avons commencé à creuser l'écart depuis 2020-2021. Alors l'écart est allé en s'agrandissant. En s'agrandissant, donc, il faut s'arrêter. Nous sommes à 5 ans de l'échéance. Il faut s'arrêter pour réfléchir. Réfléchir ensemble comment des stratégies innovantes, que faire de contraire à ce qu'on faisait avant. Qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau? Alors, nous avons eu beaucoup d'expériences des autres pays. Nous avons pensé déjà, c'est vrai que nous, il y a juste 1 mois et demi, parce que l'arrêté de la gratuité a été signé en octobre, juste en octobre. Donc, il faut travailler maintenant pour l'opéralisation de cette gratuité, de la mise en œuvre sur le terrain. Qui dit gratuité, c'est vrai, c'est quelqu'un d'autre qui paye à la place. Donc il y a les intrants, il y a les produits. Les produits et les intrants, c'est une problématique. On a des aides un peu partout pour les produits, mais les intrants, il faut vraiment mettre une stratégie en place pour que les intrants soient disponibles au dernier kilomètre. Donc, les stratégies que nous devions mettre en place, d'abord, il y a la stratégie de gratuité qu'il faut opérationnaliser sur le terrain. Il y a le changement social de comportement. Ça, nous avons, c'est très important. Parce que au cours des études, de la recherche, vous avez vu même, il y a des prestataires même qui ne croient pas à la PF. Donc il faut aller dans ce sens. Le changement social de comportement, c'est important à tous les niveaux. Il faut impliquer tout le monde et toutes les parties prenantes. Et l'autre stratégie que nous comptons mettre en place, c'est, avec le partage d'expérience,
c'est la campagne. La campagne, vu que le Burkina fait cette campagne, c'est vrai que nous avions des journées nationales de contraception que nous faisons certainement dans une région ou deux, mais une campagne, elle est nationale. Elle est nationale. Je pense que si nous allons sur ces faits, nous allons rapidement. Ne vous en faites pas, la Côte d'Ivoire, c'est marché. On va y arriver, Inch'Allah. Voilà. Il y a une question sur le décaissement des 2,5 milliards. Non, est-ce que lui, il l'a posé? C'est... Non, j'ai extrapolé sur une autre question qui vous a été... Oui, allez-y. Qu'en est-il de la situation des 2,5 milliards? Il y a Amour qui demandait si on n'a pas applaudi à crédit. Oui, Amour, oui, je viens. Je répondais à Apollinaire, je vais répondre à Amour. Amour, vous n'avez pas applaudi à crédit. Vous avez applaudi parce que déjà, la volonté de dire déjà que je mets à disposition 2,5 milliards, c'est à applaudir. Donc, vous n'avez pas applaudi à crédit. Alors, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Déjà, ça a été pris en décembre 2023. Alors, il y a eu pas mal d'événements au niveau de la Côte d'Ivoire, mais au niveau du ministère, le ministre a déjà pris l'engagement. Il y a un communiqué en Conseil de ministres qui est en cours, qui sera fait pour que le processus est déjà en cours. Le processus de décaissement est en cours. Vous savez que c'est un processus long. Et je vais en même temps sur la question de la ligne budgétaire. Ce financement a été mis en place pour 2 ans. Si vous avez bien l'engagement, c'est 2 ans, sur 2 ans. Alors, après les 2 ans, au cours des 2 ans, avant qu'on arrive à l'échéance des 2 ans, il faut faire un plaidoyer. Je crois que c'est... Docteur, exceptionnellement, j'ai pu obtenir 5 minutes supplémentaires. Bon, ok. Donc, toutes les questions sont pour la Côte d'Ivoire presque. Donc, je vais achever avec les 2,5 milliards, puisque la plupart des questions, c'est au niveau des 2,5 milliards. Donc, le décaissement, comme je l'ai dit, c'est un processus très lourd, donc le processus est en cours. Et aussi, l'engagement a été pris pour 2 ans, sur 2 ans. Au cours des 2 ans, jusqu'à ce qu'on finisse les 2 ans, il faut faire un plaidoyer pour que la ligne, il faut intégrer cette ligne qui existe déjà, mais il faut renforcer cette ligne. Je pense que, vu la gratuité, donc la ligne sera renforcée. Voilà. Ensuite, le défi c'est toujours les 2 milliards. Hein? Est-ce qu'il y a une autre question sur les 2 milliards? J'ai répondu à toutes les questions concernant les 2 milliards. D'accord. Donc, l'autre défi, c'est la contribution du secteur. Ça, c'est Cécile qui a posé la question. Oui, la contribution du secteur privé. La contribution du secteur privé. La Côte d'Ivoire est un pays riche, c'est ce que vous avez dit. Mais est-ce qu'elle est vraiment riche jusqu'à ce point? Mais la Côte d'Ivoire est un pays riche, il y a le café, il y a le cacao. Donc, nous, en tant qu'acteurs, en tant que décideurs, nous approchons le secteur privé, effectivement. Il faut approcher le secteur privé et nous les approchons pour la mobilisation des ressources. Nous sommes en train de préparer une table ronde autour de laquelle pour faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources du secteur privé. Oui, que ce soit du secteur privé comme des partenaires. Oui. Nous allons organiser très bientôt une table ronde autour de cette question. Et comme vous êtes expert en plaidoyer, vous allez nous aider à faire ce plaidoyer. Très bien. Docteur Bamba, il y a une question que nous avons reçue en ligne. Je vous la pose comme peut-être la dernière question à laquelle vous allez répondre pour ce round. Il y a un internaute qui voudrait savoir si nous devons tendre vers une gratuité des services et produits PF pour toutes les clientes, sachant que les perceptions que les populations ont sur la qualité de tout ce qui est gratuit, enfin, que la population a une
développe un manque de confiance pour tout ce qui est gratuit. Qu'est-ce que vous pensez sur cette question-là? Merci. Je pense que la docteur Kaba avait répondu déjà à cette question. La gratuité, tout ce qui est gratuit, la perception dit que tout ce qui est gratuit est mauvais. Mais je pense que c'est la communication. Ouais. C'est la communication qui peut régler ce problème. Et la communication part depuis la communauté. C'est pourquoi nous travaillons avec la communauté. Très bien. Voilà. Nous travaillons avec la communauté pour que cette question soit réglée. Et là même, je pourrais vous dire, au niveau de la communauté, nous avons des marraines au niveau de la communauté, des accoucheurs. Vous savez que culturellement, chaque famille a une accoucheuse traditionnelle. C'est ça. Alors nous voulons les valoriser. Et là, on a déjà fait un projet pilote au Nord. Nous voulons les valoriser en les nommant comme marraines pour nous accompagner, pour accompagner les jeunes filles à qui elles auront confiance pour se confier. Et je crois que merci beaucoup, Dr Omar. Dr Kaba, on revient à vous pour vos questions très rapidement. Ok, rapidement, je pense que si j'ai bien compris, il y a une première question. Dr Kaba, mais on est vraiment Non, ne vous en faites pas, je vais aller vite. Je voulais juste dire que l'intégration des services avait commencé de façon en 2011 rapidement dans le cadre d'un projet à travers JPAIGO. Comme vous le savez, à la fin du projet, ça n'a pas tout de suite continué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'APF est offerte dans toutes les formations sanitaires du pays. Ce que nous voulons maintenant, c'est vraiment profiter de chaque passage d'une femme dans une formation sanitaire, que ce soit la CPN, le PEV, et la nutrition pour l'enfant, profiter vraiment pour offrir, en tout cas proposer les services de planification familiale. Je pense qu'avant, ça aiderait beaucoup dans un contexte à éviter les occasions manquées, parce que surtout les femmes qui vivent dans les milieux défavorisés, se déplacer pour venir à un centre de santé, ça coûte toujours quelque chose. Tant qu'on peut régler les besoins de la femme et de l'enfant, je pense que c'est important. Quelqu'un a dit que est-ce que c'est suffisant l'APF, le financement de l'APF? Non, je dis que non, parce que tout simplement, par exemple, pour ce qui concerne la Guinée, depuis 2019, nous payons chaque année, la Guinée met presque 14 milliards de francs guinéens, qui fait à peu près 1 700 000 $ maintenant, pour l'achat des produits contraceptifs. Mais nous n'arrivons pas à ça, c'est pas suffisant. Avec l'accompagnement des partenaires, bien sûr, qui achètent aussi. Je crois que c'est important. Même si on améliore l'offre des services, si la demande n'est pas créée proportionnellement, il peut y avoir beaucoup de produits dans le pays et que les femmes ne viennent pas pour l'utiliser. Je crois que ça a l'importance de la communication pour le changement social, comportemental, surtout pour susciter la création de la demande, me semble crucial. Alors, quelqu'un a donné l'exemple sur les centres. Je pense qu'il y a les centres de sécoche qui avaient commencé à relâcher, parce que c'était dans le cadre du projet. Je pense qu'on est en train de les relancer davantage pour que c'est des espaces jeunes. Il y a ce qu'on appelle aussi des blue zones, qui sont des espaces jeunes pour le sport, où on est en train d'installer il y a des salles de consultation pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques des jeunes. Ouais. Alors, la coordination multisectorielle, c'est vrai que c'est difficile. En Guinée, nous avons une plateforme, SRMENIA, au niveau national, avec des groupes thématiques, SMNI, PF, Ado Jeunes, Nutrition. Et dans tous ces groupes thématiques, la société civile est représentée en fonction du domaine de compétence de la société civile. Ceux qui travaillent sur les questions de PF sont dans le groupe PF et les autres, santé maternelle, sont dans le groupe SMNI. Il y en a qui travaillent exclusivement dans le cadre de la nutrition. Merci beaucoup, voilà. Dr Kaba. Je pense que vous avez fait le tour. Oui, vous avez fait le tour de l'essentiel des questions. On va donner la parole à Dr. N'oubliez pas de revenir aussi sur la question de la coordination qui est très importante. Les micros sont coupés. Ok, merci beaucoup. Une question a été posée sur le rôle
que l'État a joué, ou bien l'engagement de l'État. Je pense que le fait qu'une ligne soit dédiée à l'APF est déjà un engagement. Je donne l'exemple d'une année où on n'a pas pu consommer toute la ligne. L'année qui a suivi, ça a été réduit. Et il a fallu le temps de négocier pour que l'État remette donc, la ligne. Donc, c'est des actions vraiment qu'il faut encourager. Actuellement, nous nous préparons pour organiser la table ronde sur la mobilisation des ressources, sur l'intégration de l'APF, ASMNIA et autres, et cela est suivi de près par le ministère. Je crois aussi que c'est une action à encourager de la part de l'État. Les OS, oui, les OS, au-delà du fait qu'elles participent à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi, actuellement, nous avons sur le terrain les jeunes qui ont pris notre nouveau PANB et qui sont en train de faire la diffusion à l'intérieur du pays. Je crois que c'est une action vraiment qu'il faut capitaliser. Et les OSC, je vous avais dit que les communes ont mobilisé près de 160 millions de francs CFA de 2020 à 2023. C'est grâce à l'appui des OSC qui font le plaidoyer de près auprès de ces communes-là. Et pour répondre rapidement à TCI, c'est vrai, nous avons déjà pris l'engagement de mettre à disposition des formations sanitaires les intrants. Mais il reste la question des consommateurs pour offrir des services. Et ça, les communes ont vraiment joué un grand rôle en appuyant donc la mise à disposition de ces intrants. Et je crois que j'avais dit dans ma présentation que l'État a fait évaluer le coût de la PF afin de pouvoir voir comment l'intégrer à l'AMU. C'est aussi une action de l'État encouragée et je crois que cette intégration permettra d'assurer la pérennité de toutes les actions novatrices qu'on a entreprises en matière de PF. Merci. Merci beaucoup, Dr Agossou, Dr Kaba, et puis Dr Bamba, merci beaucoup. Je crois que les bonnes choses ne durent jamais, comme on aime tous la musique congolaise au niveau du PO. C'est sûr que toutes les questions n'ont pas été répondues en profondeur, donc n'hésitez donc pas à vous rapprocher des panélistes si vous avez des questions spécifiques. Et n'hésitez pas aussi à utiliser tous les canaux qu'offre le PO pour avoir des réponses à vos questions les plus approfondies. Merci beaucoup, ce fut un plaisir pour nous et bonne suite. Merci.